So, welcome. And our next speakers are Sophia Bienvenue. Selly. Nos prochains orateurs sont Sofiane Soli et Jure Van Bergen. Et ils vont vous parler de pas de preuve de communication et de moralité des protocoles, donc sur le protocole Off the Record version 4. Et nous sommes Yota et les MEDA. Vos traducteurs. N'hésitez pas à nous donner tous vos retours sur Twitter, #C3T ou sur c3lingo.org à hello@c3lingo.org. Et je vous laisse souhaiter la bienvenue à Sophia. Bienvenue, ça c'est Sophia et ça c'est Iore. Donc on va présenter, on va faire une présentation sur le protocole Off the Record et on l'a appelé No Proof of Communication et vous allez voir pourquoi. Donc quand on a voulu présenter la version 4 d'OTR, donc on voulait montrer déjà pourquoi on a besoin de sécurité. On veut citer un article de cryptographie les plus connus qui a été fait par Rogaway. Et donc il dit que la plupart des cryptographes académiques pensent que leur domaine c'est intéressant, c'est profond et c'est politiquement neutre. Donc c'est juste un set d'énigmes qui implique des gens qui communiquent et des adversaires. Et donc cette vision, c'est vraiment, enfin, c'est impressionnant, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que le monde dans lequel on vit, c'est le monde qu'on a envie de vivre? Et donc il faut vraiment qu'on fasse les choix qui vont influencer le monde pour que les gens qui vivent dans ce monde aient le monde qu'ils veulent. Et donc si on a un algorithme et des choses comme ça, il faut aussi penser aux décisions éthiques. Et donc évidemment Huawei il adresse un certain nombre de points sur son article, mais il y en a un qui parle surtout du principal problème de notre présentation. Donc c'est le problème de la messagerie sécurisée. Donc évidemment il y a eu de la recherche, évidemment il y a eu des options, mais il n'y a jamais eu de recherche aussi intensive. Et donc pourquoi on publie OTR dans sa version 4, c'est que dès le début OTR en fait a voulu résoudre ce problème de la messagerie sécurisée. Et bien sûr, donc dans cette conférence, on va regarder les parties d'OTR qui mettent les limites d'OTR quand on écrit notre protocole. Donc un des objectifs c'est de résoudre le problème de la communication secrète. Donc c'est un problème courant parce que tout le monde communique avec tout le monde et donc c'est un problème qu'on a vraiment besoin de résoudre. Et donc il faut pouvoir donner aux utilisateurs des options qui fonctionnent. Et parfois les options de sécurité pour les utilisateurs ne donnent pas vraiment d'options utilisables. Et parfois ils ne donnent pas de conseils aux utilisateurs pour comprendre ce qu'ils font. Et donc il faut pas qu'on ait seulement 3 articles de blog ou une moitié de documentation pour faire ça. Il faut vraiment qu'on ait une base solide. Et il faut qu'on puisse dire non seulement quels algorithmes sont utilisés, mais aussi comment ils sont utilisés et comment ils sont en relation les uns avec les autres. C'est pas suffisant de décrire le protocole. Il faut aussi montrer pourquoi la cryptographie fonctionne avec tous ces algorithmes et comment ça tient compte de différentes attaques. Donc par exemple les problèmes de cofacteurs ou ce genre de choses. Donc on a vraiment besoin de spécifications. Et donc il faut aussi définir quelle propriété du protocole chaque composant va fournir. Et parfois
parfois on va assurer une sécurité persistante, parfois on va assurer d'autres choses, mais un protocole ne peut pas tout résoudre. À l'époque, dans OTR, comme vous allez voir dans les slides qui viennent, on voulait gérer les algorithmes post-quantiques. Donc évidemment, les algorithmes quantiques, si vous avez vu le talk sur la cryptographie post-quantique, vous voyez que les algorithmes post-quantiques sont pas encore assez bons pour être déployés. Et on a aussi besoin de protocoles qui mettent à jour des spécifications existantes. Et donc les gens disent souvent pourquoi on devrait mettre à jour vers un autre protocole alors qu'on en a un qui a l'air de marcher correctement. Mais il a l'air de marcher correctement, mais l'académique essaye encore de raffiner les définitions et de mettre ça au clair. Et donc on a besoin de faire ces mises à jour. Et en plus, ces protocoles ont besoin de vérification parce que on n'a pas, enfin, ça suffit pas de publier ce protocole et de voir si ça marche, mais on a besoin de vérification et on a besoin d'implémentation. Donc c'est du code qui peut marcher sur plusieurs systèmes d'exploitation et qui peuvent compiler et fonctionner. Et plus important encore, on a besoin de plein d'idées de plusieurs endroits. Donc une bonne partie de OTR V4 en fait viennent d'Amérique latine, surtout d'Équateur. Et donc on a besoin d'idées qui viennent un peu d'ailleurs. Parce que ça suffit pas d'avoir des idées qui viennent d'un côté du monde et de les imposer en fait ailleurs. Il faut vraiment avoir des idées de partout dans le monde pour attirer l'attention. Donc So now we're going to talk about maintenant on va parler what actually is OTR de ce qu'est OTR and what exactly is deniability. et de ce qu'est deniability, donc So, in the beginning, le déni there plausible. were three people who wrote a paper, Ian Goldberg, Donc, Nikita Borisov, and Eric Brewer, Trois and personnes they ont écrit un created papier en 2004. And basically what they wanted is Ce qu'ils that voulaient, they wanted to have messaging c'était algorithms and avoir so des across the world, algorithmes de messagerie conversations you would have casually, like in the qui real auraient le world, même comportement que something that des you- conversations que vous auriez dans le monde Right, réel. so what PGP did, for example, Donc, is that par exemple, ce que you can PGP a sign fait, a message where you can say, oh, this c'est message is actually permettre de signer des written by me. messages, c'est-à-dire de dire ok, ce message vient vraiment de moi. Say, I have a conversation with Sophie Donc, that et I ce know qui is se transcrirait dans le Sophie, monde réel, but par exemple, if we have j'ai une one conversation avec conversation Sophie, somewhere, nobody knows what was actually said. et si on a une conversation juste entre nous, personne ne sait ce que l'on a And then effectivement the dit. others wanted to incorporate into, a cryptographic protocol. Donc on And voulait so, inclure ça dans un protocole cryptographique. They did that, and then it went Donc c'est through ce qu'ils ont several, fait. Revisions. Ensuite, And one of the cool ce qu'ils ont fait a things as subi well plusieurs is that you révisions. sort of authenticate somebody, right, in a deniable way. We'll get more into that later on. But Donc sometimes on veut authentifier quelqu'un et parfois on veut aussi vérifier que la personne contrôlait son compte en fait via XMPP ou IRC. On veut vérifier que c'est bien la personne qu'on attend qui a, enfin, on veut en fait une façon de vérifier qui est la personne qui nous parle. Donc on a pas mal de protocoles de messagerie sécurisés et en fait quelques-unes des propriétés d'OTR. Donc c'est l'authentification, il y a un échange de clés authentifiées. Donc il y a le protocole Sigma. Donc et en fait, ce qui est différent avec OTR 4, on a enlevé la partie signée, mais ça marche toujours grâce en fait au hachage de messages, parce que vous avez ces signatures avec le hachage, et donc la vérification, le protocole du millénaire socialiste permet d'avoir une vérification. Vous pouvez comparer des empreintes. Et vous pouvez poser une question et vous assurer qu'il n'y a que la personne à qui vous vous adressez qui peut répondre à la question. Et en plus de ça, il faut aussi un chiffrement de bout en bout. Donc ça veut dire que tous les messages sont chiffrés du début à la fin. Donc quelque chose d'autre qui est important, c'est la sécurité persistante. Et donc ça veut dire que
c'est l'utilisation de clés uniques en fait pour le chiffrement de chacun des messages. Donc ça veut dire que si vos données, si le serveur est compromis, l'attaquant peut quand même pas déchiffrer les données de la communication. Et enfin, la sécurité post-compromis, c'est que même si un message est compromis, en fait, les messages suivants ne peuvent pas être déchiffrés. Même si Alice et Bob, communiquent avec un protocole post-compromis, en fait, on peut pas savoir, si on déchiffre un message, on peut pas avoir les autres. Donc concernant la deniabilité, le déni plausible, qu'on appelle aussi parfois la répudiabilité. Considering a scenario where Bob accuses Alice of sending a specific message, si Justin and Just must decide Bob whether or not to believe that Alice accuse Alice d'avoir envoyé un certain message, Bob va être capable de fournir des preuves que Alice a effectivement envoyé ce message. Et donc, si Bob peut prouver qu'Alice a envoyé ce message, en fait, on dit que ce message n'est pas répudiable, en fait. Donc, il y a plusieurs types de messages. Donc, d'une certaine façon, on peut montrer on peut démentir qu'on a envoyé un message. On peut aussi démentir qu'on a participé à une conversation. Et du point de vue offline, en fait, on a eu une conversation. On a fini la conversation. Et en fait, donc le côté offline, ça veut dire que quelqu'un qui essaierait de faire collusion avec certaines personnes ne peut pas vérifier que cette conversation a bien eu lieu. Donc les protocoles de cryptographie sont pas la panacée, donc on peut pas juste se caler sur un de ces protocoles et dire qu'on est parfaitement sûr. Et donc un protocole est fortement répudiable si vraiment il n'y a pas de preuve, même sur le long terme, que des communications ont eu lieu. Donc, en fait, ce qu'on a essayé de faire dans la version 4 de OTR, c'est avoir des nouvelles propriétés cryptographiques. Donc, à la fois sur la répudiabilité en ligne et la répudiabilité hors ligne. Donc pourquoi ça n'a pas été utilisé, c'est que en fait dans l'académique il y avait déjà des termes, et donc dans le protocole de version 4 on voulait réutiliser ce qu'a fait l'académique de façon à ce que les gens du monde réel puissent utiliser tout ça. Donc là on a montré une comparaison entre les différents protocoles de messagerie sécurité. Donc OTR a la majorité des propriétés pleinement. Parfois on a seulement un support partiel de la propriété. Et on voulait vraiment être clair avec OTR qu'on a quand même des limitations, et que OTR a des limitations, il fournit pas tout. Et donc certaines des propriétés et ce qu'on a fait, le survol de ces protocoles est peut-être pas parfait, parce que on s'est juste basé sur la littérature qui en parlait, des posts de blog et tout ça, et peut-être que c'est pas tout à fait à jour. Donc faites attention. Donc pourquoi une quatrième version d'OTR? Donc on veut la répudiabilité, donc dans toutes ses formes, à la fois sur la participation, sur les messages en eux-mêmes, en ligne et hors ligne. On voulait également une confidentialité persistante, parfaite, de même pour la confidentialité post-compromission. On voulait un niveau de sécurité plus élevé. On voulait également mettre à jour les primitives utilisées, les primitives cryptographiques utilisées.
So we should also update the cryptographic primitives to something that has enough cryptanalysis Et and is good enough to use. pour utiliser des primitives qui ont été analysées suffisamment. Et on a également voulu utiliser des protections supplémentaires contre le déchiffrement dans le cas Des courbes elliptiques compromises. Et on voulait utiliser les courbes elliptiques. Parce que, en fait, on va peut-être changer d'avis, mais pour l'instant, on attend encore que tout ça soit testé. Mais si les machines quantiques viennent, en fait, au moins on utilisera de l'algorithme de Diffie-Hellman sur des nombres premiers qui sont grands, et donc ça limitera en fait un peu les dégâts. Mais évidemment, on voulait utiliser des courbes elliptiques parce qu'elles peuvent utiliser des nombres premiers plus petits, mais avec un niveau de sécurité qui est plus important. Donc, on voulait également incorporer ça à un nouveau modèle de communication. Donc, on veut pouvoir avoir des conversations synchrones et asynchrones. Donc, OTR faisait déjà ça, et maintenant on veut de la solutions out of order. On veut voir aussi plusieurs modes dans lesquels les choses peuvent être implémentées, et on veut pas avoir à faire confiance au serveur. Et ça, c'est vraiment pourquoi on utilise le mécanisme d'échange de clés répudiable. Donc ce mécanisme veut dire qu'en fait il faut un serveur fiable. Et donc si on regarde sur notre dépôt, on peut voir les changements importants. Donc quelques décisions de conception. Donc pourquoi utiliser DACES et XZDH à la place de quelque chose de plus simple. Donc on voulait les utiliser parce que ce sont ceux qui vérifient le mieux ses propriétés de répudiabilité. Ensuite, on voulait aussi utiliser les courbes elliptiques 448 Goldilocks parce que ça atteint le niveau de sécurité qu'on voulait atteindre. Donc on veut aussi afin de s'assurer que même avec des ordinateurs quantiques, ça prendrait du temps de déchiffrer ce qu'on a actuellement. On voulait avoir aussi la version à jour de Diffie-Hellman. Ensuite, on voulait aussi mettre à jour les primitifs cryptographiques. On voulait aussi utiliser l'algorithme de double crémaillère. Et donc une autre question que les utilisateurs nous posent, c'est quelle est la suite d'outils. C'est ce que OTR fournit. C'est pour prouver aux gens qui utilisent OTR qu'en fait OTR donne le niveau de sécurité qu'il prétend avoir. Donc pourquoi il y a d'algorithmes de post-quantiques, c'est parce que, je l'ai déjà dit, ils sont pas encore suffisants, et pourquoi pas de discussion de groupe. En fait, c'est parce que il n'y a pas encore de chemin de faire quelque chose de fortement répudiable pour une discussion de groupe. Donc, quelque chose que l'on doit également avoir quand on conçoit un protocole, c'est une bonne implémentation. Et donc une implémentation qui compile, une implémentation qui s'exécute. Donc on a fait ça en collaborant avec différentes entités, donc des cryptographes. Qui travaillaient sur des échanges de clés donc répudiables, qui ont travaillé aussi sur le code, pas que sur les spécifications, et donc libgoldilocks, c'est une extension donc de libdcaf par Mac-Ahenburg, où en fait on utilise seulement ED448.
il y a aussi des gens qui travaillent sur d'autres implémentations. Et pourquoi c'est important? C'est parce que si jamais on veut aussi être capable de tester et voir s'il y a des problèmes en fait dans la spécification, si des choses sont pas claires, et si quelque chose nous a permis si on peut trouver quelque chose qui permet de clarifier et améliorer en fait la spécification. Et donc on a collaboré avec les cryptographes qui ont fait les articles aussi. Et donc on a des travaux qui ont été révisés par Ian Goldberg et Nick Unger. Donc c'est toujours important que quand on décrit un protocole en fait et qu'on utilise un article, il faut toujours essayer de collaborer avec les auteurs de manière à être sûr d'implémenter le bon algorithme qui est défini dans le papier et de le définir correctement. Donc ici on s'est basé sur le papier et aussi sur d'autres, par exemple celui-là de l'université de Atro. Donc ok, si on voulait, vu qu'on voulait faire une implémentation dans le monde réel, il fallait qu'on choisisse un langage, et on a choisi de faire une implémentation en C. Donc il y a déjà eu des initiatives pour le mettre en Python, en Java et en Bola, mais donc c'est toujours le langage qui est utilisé comme référence, et la plupart des bibliothèques qu'on utilise ont été écrites en C, donc on voulait utiliser le même langage. Mais évidemment, quand on utilise C, il y aura toujours des problèmes de gestion de mémoire. Je ne sais pas si vous avez vu notre talk MEMSAD, le talk MEMSAD, où l'orateur expliquait les problèmes de gestion de mémoire. Donc on a dû vérifier que la gestion de la mémoire se passait bien dans notre programme. Et il faut pas avoir les problèmes mémoire que d'autres bibliothèques ont. On a essayé d'incorporer aussi des tests statiques, donc utilisant CLangTidy et Splint. Et on a utilisé un certain nombre de sanitizers aussi pour s'assurer que tout marchait bien et qu'il n'y avait pas de bugs. Donc il faut aussi que le code soit lisible, parce que parfois certaines personnes envoient en production des bibliothèques qui sont pas encore totalement finies, qui n'ont pas toutes les propriétés, donc on voulait être sûr que tout était correct. Et on voulait aussi revenir sur le talk de Daniel Lange et Daniel Batte. Il faut aussi s'assurer que le code soit lisible, parce que en fait la bibliothèque sera peut-être utilisée par des développeurs ailleurs qui s'y connaissent pas autant, ou d'autres domaines, et donc il faut quelque chose qui puisse être utilisé par d'autres. Et il faut aussi écrire des recommandations pour les développeurs, parce que oui, c'est vrai qu'on a écrit ces protocoles et leur design, mais c'est pas pour ça qu'il faudrait envoyer le protocole et dire débrouillez-vous, essayez de l'implémenter. Mais il faut qu'on essaye de garder le contact avec la communauté, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont pas assez bien dans le protocole. Et en fait, ça rend le protocole plus robuste, parce que on peut attraper certaines erreurs que les cryptographes n'auraient pas vues, ou que les experts en sécurité l'ont pas vu, mais que les développeurs en fait qui implémentaient le protocole ont vu. Donc juste comme Sophie a dit, on a fait des tests. Donc on a aussi fait attention à tester sur différents systèmes d'exploitation et d'architecture. On a vu quelques bugs quand on a lancé les tests, donc les suites de tests sur différentes versions de GCC ou de Clang par exemple, ou sur différents systèmes d'exploitation, sur différentes distributions de Linux. Et il y avait, on a trouvé des problèmes de temps en temps. Et on voulait aussi utiliser les différents BSD. Et on a essayé de faire tourner de l'intégration continue pour ces plateformes. Et une chose importante et marrante, c'est que Debian a différentes architectures.
et ils ont des systèmes Unix-like. Donc on a trouvé des choses comme GNU-Herd qui était là-bas. On a pu tester des choses sur des architectures comme MIPS ou PowerPC. Et ça nous permet d'avoir une couverture qui est très élargie sur les architectures. Quelque chose qui est également très important lorsqu'on définit des protocoles cryptographiques et qu'il faut qu'on priorise ce que les gens vont vraiment utiliser. Si vous créez quelque chose... Si vous publiez quelque chose, évidemment, les gens vont l'utiliser. Et si vous mettez votre implémentation, par exemple, dans le client Pidgin, il faut que les dialogues soient compréhensibles sur ce qu'ils vont faire. Il faut montrer à l'utilisateur ce qu'on fait quand on génère des clés, pourquoi ça se passe comme ça. C'est aussi nécessaire quand on conçoit un protocole. On a essayé de le mettre dans OTR, c'est qu'on essaye de vérifier en fait tous les protocoles. Donc il y a un travail qui est en cours sur la vérification des modèles. Et donc ça va être fait dans l'outil CMurphy. Et ensuite on veut commencer une vérification formelle complète du protocole. Parce que c'est important. Et donc une des parties importantes de l'interaction entre plusieurs états, c'est quand des erreurs se produisent et il faut être capable de vérifier qu'on est à l'abri de plusieurs erreurs qui peuvent apparaître lors de l'exécution du problème. On voulait aussi s'intéresser à la sécurité, aux audits de sécurité. On veut aussi être sûr que le code que les gens utilisent est raisonnablement sûr. Par exemple, quand vous essayez de faire du fuzzing, donc vous essayez d'utiliser LibFuzzer par exemple, si on veut essayer de le lancer sur OSS Fuzz, donc qui est un service de Google où ils font un engin de calcul qui permet de faire des tests fuzzing, et on est très ouvert aux audits de la communauté. Donc moi j'ai fait un audit, n'hésitez pas à m'envoyer des emails si vous trouvez aussi des failles de sécurité, et si vous vérifiez en fait la sécurité du protocole, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On veut pas rester là. On veut aussi avoir un audit professionnel de sécurité. Donc en conclusion, ce qu'on voulait atteindre avec OTR, c'est donc un protocole qui dit comment l'interaction entre les différents algorithmes fonctionne pour montrer que c'est correct. On veut faire aussi une spécification qui s'applique au monde réel, qui est structurée et qui a suffisamment de structure, qui est suffisamment documentée, qui montre les dépendances aussi. C'est quelque chose que les utilisateurs ou les gens qui implémentent auront besoin, parce que peut-être que les utilisateurs devront savoir ce qu'ils ont besoin d'installer. Et donc il faut aussi faire une implémentation qui s'occupe pas de son propre langage, mais être sûr que cette implémentation est prête à la production et peut servir de base pour d'autres implémentations qui partent de là. Et donc comme j'ai dit avec le papier de Huawei, donc OTR a une partie du protocole qui essaye de régler le problème de la répudiabilité, et qui essaye de tenir compte de l'éthique aussi. Et donc et respecter les utilisateurs quand ils demandent d'avoir quelque chose qui est implémenté suffisamment bien pour eux. Donc n'oubliez pas de vérifier nos dépôts, les spécifications, les bibliothèques, les suites d'outils, une implémentation en Go qui est en cours. Donc il y a une implémentation en Java qui est faite par Danny Van Hoyman aussi. Et n'oubliez pas de regarder notre site web. Et on voulait dire merci à toutes les personnes qui étaient dedans. Donc je voulais quand même rajouter un peu quelque chose. Donc on a aussi une communauté.
On a un serveur GitLab. On a pas mal d'options d'intégration continue. Donc si vous voulez partir de GitHub, par exemple vers GitLab, on serait heureux de vous héberger sur cette plateforme et vous fournir une intégration continue, des fonctionnalités d'intégration continue pour vous. Donc on voulait aussi remercier toutes les personnes qui sont impliquées. Donc OTR, ça a été fait par des gens qui sont un peu partout, sur tous les continents et partout dans le monde. Et on voulait aussi montrer les gens qui ont plus de 6000 lignes de contributions dans les dépôts. Mais en fait, il y en a beaucoup plus. Si vous voulez voir tous ceux qui ont collaboré, vous pouvez toujours voir nos dépôts. Et donc voilà quelques références. Et voilà. Des questions ? Thank you. And of course, thank everyone involved for the amazing work on OTR. Donc merci à tout le monde pour ce travail impressionnant sur OTR et pour la présentation. Donc on a du temps pour les questions. On a 5 microphones. Alignez-vous devant les microphones. We're going to take a question from the internet first. Question d'internet. Est-ce que vous êtes en contact avec les développeurs d'outils de messagerie comme Signal? Et est-ce que le protocole supportera aussi d'autres médias que le texte? Donc je ne sais pas trop. On n'a pas collaboré avec eux spécifiquement. On a juste collaboré avec des gens qui ont fait OTR par le passé. Parce que c'est aussi ceux qui ont fait les articles récents. Et la raison pour laquelle on voulait mettre à jour OTR. Et donc le protocole Signal est basé sur OTR. Donc on voulait d'abord mettre à jour OTR. Et donc par le passé, quand on a montré le premier jet d'OTR, il proposait qu'on envoie aussi le premier jet sur la main list de Modern Curves, mais on n'a pas vraiment collaboré avec eux. Ensuite, la question sur la vidéo et l'audio, vous pouvez toujours la supporter. On veut, si vous voulez, du chiffrement en fait de vidéo ou d'audio, on a donc des outils pour ça avec des clés supplémentaires. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'implémentation. Merci. Microphone numéro 1. Donc ma question concerne la capacité de Omimo qui supporte plusieurs appareils. Et est-ce que OTR fait toujours fournit toujours des garanties suffisantes pour la répudiabilité? Donc ça vous donne accès à ça. Félicitations. Vous avez débloqué les planches secrètes de la présentation. This is a common question that we have, and Donc ça c'est une question courante qu'on a. Et je pense que c'est important de répondre à ces questions. Donc OTR V4 a quelque chose qui s'appelle SystemSat, qui en fait permet d'identifier certains appareils, et ça fait pas de synchronisation en fait entre les appareils, parce que ça serait des problèmes de sécurité. Donc il n'y a pas de synchronisation entre les différents appareils. Mais vous pouvez utiliser les différents appareils, et il va reconnaître quel instant il utilise, et ça va toujours envoyer au bon endroit. Donc la différence avec Omemo, OTR est plus agnostique. Il peut être mis sur d'autres protocoles de messagerie qui existent, pas seulement XMPP. Si vous voulez mettre OTR sur IRC par exemple, vous pouvez faire ça. On supporte aussi les messages offline, donc par exemple vous pouvez le mettre sur les emails. Donc OTR a des propriétés de répudiabilité. J'ai pas vu d'article parlant de répudiabilité sur les appareils multiples. Et évidemment OTR V4 a une spécification qui est beaucoup mieux définie.
one again. Et donc, on va reprendre une question du micro 1. Mes excuses, ça sera peut-être hors de propos, mais un des problèmes avec les applications de messagerie, c'est pas seulement la messagerie chiffrée, mais aussi la découverte en fait de personnes pour faire des premiers contacts. Est-ce que vous avez des pensées là-dessus, sur comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là? Donc ça, c'est le problème de la découverte de contacts. Donc ça, c'est plutôt sur quelque chose qui est déployable sur un appareil mobile et avec un client. Et OTR, maintenant, on est allé à l'étape de faire le protocole et la bibliothèque. Et si à un moment on commence à écrire un client qui est supporté par les téléphones mobiles, évidemment qu'il faudra s'en occuper, mais pour l'instant on s'en est pas occupé parce que ça fait pas partie du protocole principal. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de développer ces clients pour le mobile. Et donc ça dépend aussi du protocole de messagerie que vous utilisez. Ça va être difficile par exemple pour IRC, mais peut-être que XMPP c'est pas vraiment un problème. Si vous allez dans le paysage mobile, tout change de toute façon. Et donc c'est quelque chose dont il va falloir s'occuper. Micro numéro 3. Est-ce que vous pourriez élaborer sur pourquoi GNU-Chat n'est pas possible et est-ce que ça serait possible par le futur? Parce que est-ce que ça serait utilisable au jour le jour? Donc il y a eu des efforts par le passé. Il y en a eu au moins un, il y a quelques années, pour faire du MPOTR. Et donc il y a un papier très bien qui s'appelle, je vais le trouver, ce dernier papier, messagerie sécurité, secure messaging, définit donc les propriétés qu'une messagerie sécurisée a besoin d'avoir pour supporter les discussions de groupe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de moyen d'achever, d'atteindre le même niveau de répudiabilité qu'on a avec les algorithmes qu'on a nous. Mais ce qui a l'air intéressant, on a vu ça en 2013. Nicolas Hopper a déjà proposé un article à propos des discussions de groupe et de répudiabilité. Dans cette même conférence, Nick Unger nous a dit qu'il est en train de préparer un article à propos de la répudiabilité pour les messageries de groupe. Donc ça peut être quelque chose qui sera mis par le futur. Une autre question d'Internet. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi la sécurité persistante parfaite d'OTR est meilleure que celle de Signal? Oui. Donc pour faire simple, ça dépend de DAKE que vous utilisez. Signal utilise quelque chose DH qui fournit en fait la sécurité persistante parfaite. OTR utilise aussi quelque chose qui nous donne cette sécurité, mais l'utilisation de l'algorithme de double ratchet, ça veut dire le problème avec DAKE, ça veut seulement donner la sécurité quand les clés ont été correctement échangées, alors que dans EOTR, même si c'est pas totalement fini, vous avez déjà la sécurité persistante parfaite. Alors que dans Signal, il faut attendre que les deux clients aient bien reçu les clés. Merci. Question du micro numéro 1. Il y a eu une mention aussi d'un serveur, de casser d'un serveur. Pardon? Un Bricky server. Est-ce que c'est la même chose que Signal? Et est-ce que c'est la même question pour OTR? Donc Signal définit aussi un serveur qui n'est pas de confiance. Mais ce qu'on a dit aussi, c'est que OTR part du principe qu'il n'y a pas de serveur digne de confiance, et on fait attention de prendre
Donc on peut faire en sorte d'assurer la sécurité même si on est sur un serveur qui n'est pas digne de conférence. Par exemple qu'on peut pas avoir de déni de service, que personne ne peut publier ce qu'on a quand on utilise un serveur qui n'est pas de confiance. Par exemple, les serveurs sont aussi authentifiés avec un moyen répudiable, alors qu'on n'utilise pas des signals parce que Signal utilise des informations comme quoi les clés ont expiré, parce que ça peut aller à l'encontre de propriétés de répudiabilité. Donc s'il n'y a plus de matériaux éphémères, on attend juste que quelqu'un d'autre en publie. Yeah. And of course, an untrusted free key Et donc évidemment, un serveur qui n'est pas de confiance, on n'en a pas besoin si on veut juste supporter des messages offline. Donc il faut seulement des communications asynchrones offline avec un serveur pre-key. Une dernière question du micro numéro 1. Je voulais savoir si vous avez travaillé avec l'intégration d'OTRv4 avec les autres protocoles. Donc un des avantages d'Omemo, c'est qu'on sait très bien où sont stockées les clés dans XMPP, et ça vous donne un moyen simple et bien défini pour trouver les clés dans XMPP, alors que dans OTR, il y a toujours ce petit tag au début des messages qui est un peu moche. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez essayé d'y travailler par rapport à ça? Donc pour l'intégration entre OTRv4 et les autres protocoles. Donc ouais, c'est Omemo un peu plus simple en fait. Parce que Omemo est plus simple parce que ça travaille seulement sur XMPP, alors que OTRv4, on peut fédérer, on peut pas vraiment fédérer, mais fonctionner en fait sur n'importe quel protocole de messagerie. Et si on voulait faire un serveur pre-key d'IRC, en fait, ça serait compliqué. Ça serait probablement même pas possible complètement. Et je pense que ça dépend de quel protocole de messagerie en fait est sous-jacent. Et il faut essayer de trouver comment est-ce qu'on peut implémenter ces choses-là. Peut-être qu'il faudrait passer à des protocoles de messagerie qui prennent en considération ce genre de choses, qui fournissent des extensions sur lesquelles on peut se baser, par exemple où on peut mettre des pre-key servers, qui serait le raisonnement que je voudrais utiliser. Donc une des propriétés d'OTR, c'est que ça devrait être agnostique par rapport au protocole, donc sur lequel il se base. Donc une propriété qui est spécifique à XMPP, ça serait pas une partie d'OTR, mais peut-être une recommandation aux gens qui écrivent des implémentations par-dessus XMPP. Donc le seul problème avec l'implémentation XMPP, c'est qu'on a besoin de découvrir les serveurs pre-key, et on utilisait la librairie Pidgin qui n'avait pas de header exposé pour faire ça, et donc on a dû avoir des astuces pour faire ce genre de choses. C'était la dernière question. Merci pour cette magnifique présentation. Merci pour votre travail.